Nina est habitée par un démon, celui de la lecture. Vous lisez quoi en ce moment ? Là, je suis dans un de mes derniers grands coups de cœur. Ça s'appelle Le voyage vers les étoiles de Nicolas Christopher. C'est paru en 2005. C'est une grande histoire d'aventure absolument extraordinaire qu'on n'arrive vraiment pas à lâcher. Un pavé de 700 pages qui devrait la tenir en haleine toute la semaine. Les livres, c'est une addiction qui prend beaucoup de place dans cet appartement. Quand on rentre dans la maison, généralement, on commence par l'entrée et on tombe sur une grande partie de la littérature. Donc, dès l'entrée, ces étagères qui croulent sous les romans. De pouvoir en attraper un juste avant de s'endormir. Dans sa chambre, la petite cinquantaine d'ouvrages en cours de lecture. Il y en a même jusque dans les toilettes. En tout, plus de 6000 livres occupent le moindre espace disponible de son petit appartement. Alors, faute de pouvoir pousser les murs, Nina a trouvé depuis quelque temps un objet capable de stocker tous ses ouvrages. C'est cet appareil électronique très léger, on appelle ça une liseuse. On peut lire facilement là-dessus, là ? On lit très très facilement, parfois à peu près aussi facilement que sur une page de livre. Sauf que la liseuse, ce n'est pas un ouvrage, mais 1000 qui tiennent dans la poche. Mais ça pèse quoi, ça ? Je sais pas, ça pèse rien, ça pèse moins lourd que le bouquin que je lisais tout à l'heure en tout cas. Donc dans le sac à main, c'est un vrai bonheur. Un appareil léger et pratique à utiliser. Ces arguments ont convaincu Nina de se convertir à la lecture numérique, et ce n'est pas la seule. Dans ce grand magasin des Champs-Élysées, la liseuse, c'est l'objet qui a réalisé le casse des ventes cet hiver. Elle a fait son apparition au rayon numérique, en librairie au milieu des romans à succès, mais surtout à l'emplacement vedette, à l'entrée du magasin, un stand qui attire les curieux, et ils ont l'embarras du choix. Des liseuses, on en trouve de 99 à 150 €. Il y a la Kindle d'Amazon, la C-Book du français Booking, ou encore la Kobo. Toutes capables de télécharger des romans en quelques secondes. Car connectées à Internet, les liseuses permettent d'acheter des centaines de milliers de livres numériques. Des ouvrages 20%, 50%, voire 88% moins chers que la version papier. C'est en tout cas ce que promettent les sites marchands. Mais les promesses n'engageant que ceux qui les écoutent, nous avons de notre côté voulu lire entre les lignes du numérique pour découvrir qui tire profit de ce nouveau marché et pour savoir si les clients font vraiment des économies en achetant un livre en ligne. Donc, bonjour. Donc, Vous connaissez déjà le principe du Kindle ? Réaliser une bonne affaire, c'est en tout cas l'espoir d'Anthony, venu chercher un cadeau pour sa petite amie. Le responsable numérique va immédiatement lui vanter les avantages de la liseuse, un objet basique, mais qui a priori offre un très bon confort de lecture. C'est une liseuse électronique qui fonctionne avec de l'encre numérique, ce qu'on appelle e-ink. C'est un procédé qui permet en fait d'être assez pratique en termes de lecture, en confort de lecture. Donc c'est une liseuse qui ne fatigue pas l'œil, contrairement aux écrans LCD que vous pouvez voir au rétroéclairage sur des tablettes couleur. Voilà, une encre spéciale inventée pour l'appareil et un écran très facile d'utilisation qui permet de tourner les pages comme sur un livre. Et il y a aussi les petits plus très pratiques. Si vous souhaitez effectivement avoir la définition d'un mot, c'est possible également avec le Kindle. Il y a un dictionnaire intégré. Le dictionnaire est intégré. Anthony est séduit. Et le Kindle est à 99 €. Ok, très bien. Bon, voilà monsieur. Merci infiniment. Au revoir. Si le prix de cette liseuse, à moins de 100 €, semble a priori abordable, c'est qu'en fait Anthony n'en est qu'au début de ses dépenses. Car le vrai business commence chez lui, lorsqu'il allume l'appareil avec son ami. Il est directement connecté en Wi-Fi au site internet d'un marchand de livres numériques où il a déjà rentré ses coordonnées bancaires. Là, il le marque, tous les livres en français, on en trouve 49 916. Il y a de quoi bouquiner. Oui. Il y a de quoi lire, il y a de quoi se faire plaisir. Sur son écran, un catalogue immense et surtout des prix qui attirent tout de suite l'attention. Ensemble. Alors c'est à 2,68 €. Sur la liseuse, les nouveautés numériques sont généralement vendues entre 20 et 30% moins chères que leur version papier.
Voilà, donc Autre Monde, un livre de Maxime Chatham. Donc encore un petit clic. Voilà, donc on a le petit résumé. Le prix à 20 € là, donc prix éditeur format imprimé. Et le prix Kindle, 14,99 €. Et il indique même l'économie qu'on peut faire, donc 5,01 €. Une réduction qui convainc le couple de passer à l'achat. Pour charger ce livre, elle n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Et il est là. Voilà, juste là. Déjà? Voilà, déjà. Donc je peux commencer ma lecture tout de suite. Mais ça a pris combien de temps? Bah, ça a pris 3 secondes. Le temps du clic. Et ça a coûté combien? Voilà. Un clic à 15 €. En quelques secondes, le couple a déjà dépensé 15 €. En moyenne, un lecteur équipé de cet appareil achèterait 3 fois plus d'ouvrages qu'auparavant. La liseuse, une révolution dans notre façon de lire des livres qui, dans d'autres pays, fait déjà partie du quotidien depuis longtemps. Nous sommes à Clearwater, en Floride. Ici, les liseuses sont devenues indispensables à de nombreux Américains depuis leur plus jeune âge. Dans ce lycée, le cartable des étudiants est désormais beaucoup moins lourd. Fini le trop-plein de livres. Tous les matins, le premier geste des élèves est de récupérer dans ce carton leur outil de travail, une liseuse. On va parler de Rousseau, Hobbes, Locke et Jefferson. Pour en savoir plus sur eux, vous allez faire une recherche sur votre liseuse, ok? Les 2000 élèves de l'école utilisent tous cet appareil. Et aucun d'entre eux ne semble perturbé par ce changement de méthode de travail, bien au contraire. C'est beaucoup plus simple maintenant. Avec un livre papier, on avait plus de mal à trouver les informations qu'on voulait. Avec la liseuse, on tape un mot et hop, ça sort. Cette décision radicale, c'est le directeur de l'école qui l'a prise. Il y a un an, il a décidé de supprimer une grande partie des livres pour les remplacer par des liseuses. Et aujourd'hui, sa fierté se trouve dans cette salle. Avant, sur ces étagères, il y avait des manuels. Et maintenant, vous avez uniquement des livres électroniques. Ils sont fournis par l'établissement, et ce, sans augmentation des frais de scolarité. Le but, supprimer progressivement tous les livres de chaque matière enseignée. Pour l'instant, on a le livre de maths, le livre de sciences et le livre d'anglais dans ces liseuses. Notre objectif, c'est que chaque année, on remplace de nouveaux manuels papier par leur version numérique. L'entreprise, qui fait tout pour ainsi remplacer le papier par le numérique, y compris dans les lycées, se trouve à l'autre bout des États-Unis, à Seattle. Cet immeuble imposant, c'est le siège du numéro 1 mondial de la vente sur Internet. Welcome to Amazon. Lorsqu'il fait visiter l'endroit, Craig Berman, le responsable de la communication, insiste bien sur l'image décontractée que veut donner d'elle-même la société. On a fait en sorte que les employés puissent tenir des réunions informelles partout. Dans ces fauteuils très relax, par exemple. Mais ce qu'il tient surtout à montrer, c'est cette vitrine qui retrace en quelques objets l'incroyable expansion de la firme créée il y a 17 ans. Ça, c'est le premier livre commandé sur Amazon en 1995. À l'origine, Amazon est d'abord un vendeur de livres sur Internet, fondé par cet homme, Jeff Bezos. En 1994, il emprunte 300 000 $ à son père et lance son affaire dans le garage d'un pavillon de banlieue. Très vite, le nouveau magasin en ligne est adopté par les Américains. Il connaît un essor vertigineux et devient en quelques années le plus gros libraire des États-Unis. Puis l'entreprise se transforme en un gigantesque bazar en ligne qui couvre tous les domaines, du DVD au bricolage, en passant par l'électroménager. 17 ans après ses débuts, la petite entreprise de Jeff Bezos dépasse les 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un succès spectaculaire, mais qui ne suffit pas aux ambitions du fondateur. Alors en 2007, Jeff Bezos revient à ses premiers amours, le livre, en proposant cet objet, la Kindle. Un objet conçu et développé par Amazon dans le plus grand secret. Un Français a pu y participer. Donc, ça c'est la première Kindle. Laurent Cellier faisait partie de l'équipe qui a conçu cette liseuse.
Au-delà de l'appareil en lui-même, il a surtout, dès le début, cherché à créer une porte d'entrée sur la librairie Amazon. On avait dès le début des idées très claires sur ce qu'on voulait vraiment voir dans le premier produit. Par exemple, la connectivité 3G qui vous permettait d'acheter un livre où que vous soyez. Une liseuse qui permet d'acheter des milliers de livres sans se déplacer, voilà le secret. Très vite, les tarifs de l'appareil vont baisser pour le mettre à la portée du plus grand nombre. De 400 $ au lancement, le prix est passé à 99 $ aujourd'hui, presque à prix coûtant. Ce qui est beaucoup plus rentable, c'est la vente de livres. Sur chaque ouvrage qu'elle vend sur sa liseuse, la firme de Seattle touche une confortable commission, 30%. Et des livres, Amazon en vend des millions. Une réussite qui a donné des idées à tous les concurrents d'Amazon. Booking, Kobo ou Apple, tous ont sorti leur appareil relié à des librairies numériques. Alors pour continuer à rester leader et vendre des titres, Amazon doit en permanence créer l'événement sur son site. En France, c'est le travail de Marie-Pierre Sangoire, la responsable du Kindle. Elle sait que pour attirer des clients sur le site français, il faut pouvoir afficher des promotions en permanence. Mais pour l'instant, les éditeurs ne se bousculent pas vraiment pour proposer des ristournes. C'est la première révolution du livre depuis Gutenberg quand même, il faut quand même se le redire. Donc c'est pas simple, On a un marché industriel, éditorial qui a fonctionné, un marché de l'industrie du livre qui a fonctionné de manière assez tranquille depuis 150, 200 ans. Là c'est vrai que c'est un bouleversement qu'il faut plutôt prendre positivement plutôt que négativement. Mais c'est évident que ça change un petit peu la donne. Hello! Salut! Bonne année! Bienvenue! Ce matin, elle reçoit avec son collègue Marc les représentants de Brajlon, un éditeur spécialisé dans la littérature fantastique. Leurs romans de vampires et de loups-garous se vendent très facilement sur les liseuses numériques. Les dirigeants d'Amazon voudraient bien les convaincre de participer à une promotion sur leur site, exactement comme dans un supermarché. Et pour les appâter, ils vont leur faire l'article avec un argument très convaincant. Votre promotion sur notre site. Sur les 7 jours qui précèdent l'offre éclair, le titre se vend à son rythme habituel. Le jour où il est en promotion, il se vend très très bien. Et en moyenne, quand on compare les volumes de vente sur les 7 jours avant la promotion et les 7 jours après la promotion, on constate qu'ils sont multipliés par 17. Donc c'est effectivement un effet de levier très très fort. Si l'éditeur accepte de baisser son prix, la plateforme Internet lui promet de très bonnes ventes. Elle lui offre même un emplacement en or, cet espace en première page de la boutique numérique. À relayer aussi sur les pages, c'est en haut de la page, au centre, donc clairement extrêmement bien mis en avant et qui ne peut qu'attirer l'œil des lecteurs qui se baladent sur le site. L'éditeur est convaincu, alors il dégaine une ristourne conséquente. On sait que derrière, il y en avait 5. Une sélection de tomes 1 dans le genre, déjà publié en numérique, qu'on mettrait entre moins 50 et moins 70%, ça dépend. Mais on est en train de réfléchir en gros à cette offre-là. On parle de 5-6 titres. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu... Le choix de ces romans ne doit rien au hasard. Ce sont les premiers tomes de séries très addictives. Une fois mordus par les vampires de Brajlon, les lecteurs voudront acheter les suivants, cette fois à plein tarif. Série dit plusieurs tomes, dit donc des achats qui vont se cumuler au fur et à mesure. Et quand on aime une série, en général, on a envie de découvrir celle d'à côté. On a envie aussi de découvrir autre chose. Et puis, voilà, on fait des achats, et puis on va les lire, et puis on va revenir, etc. Voilà comment cette petite maison d'édition, classée à la 43e place des éditeurs papier, a réussi à se hisser au top 5 des ventes numériques. Ça marche. Très bien, merci. À très vite. Ouais, à très bientôt. L'an dernier, Brajlon aurait écoulé 80 000 ouvrages en ligne, des chiffres qui poussent tout le milieu du livre à se repenser. Hachette, La Martinière, Gallimard, les grandes maisons d'édition sont désormais contraintes de se mettre à la page pour ne pas rater le coche du numérique. Une mise à niveau qui, en plus, va s'avérer très rentable pour elles. Traditionnellement, fabriquer un livre est un processus long et coûteux. Et Lydie Leroy le sait plus que quiconque. Elle est la directrice de production d'un géant de l'édition.
La maison Robert Laffont, éditeur depuis 1941. Ce matin, elle a rendez-vous à Lille avec cet homme. Robert de Meulmester, le patron de Nord Compo. Depuis 20 ans, c'est ce prestataire qui réalise pour Lydie l'une des étapes essentielles de la réalisation d'un livre papier, la mise en page des manuscrits. Aujourd'hui, Lydie est venue apporter le texte d'un roman dont elle espère de très bonnes ventes. Bonjour. Grégory. Oui. Une nouveauté? Vous avez reçu le fichier? Oui. Ben voilà, manuscrit classique. Là, on a un préparateur de copie qui est intervenu, qui a placé les lignes de blanc qu'on va souhaiter, qui indique où se trouvera le sous-titre, et qui a corrigé les coquilles, puisque il y a des règles typographiques que ne connaissent pas nos auteurs. Donc en fait, là, c'est la mise en page classique. Voilà, classique et traditionnelle de l'ouvrage, comme on le fait depuis toujours. Oui. Ce texte brut va être transformé par cet opérateur. Il crée des paragraphes ou met les citations en italique pour rendre le livre agréable à la lecture. Un travail facturé environ 1 000 € à l'éditeur. Puis le texte est envoyé à des centaines de kilomètres pour être imprimé ici, dans l'Eure. Aujourd'hui, sur les bobines, défile le livre-projet d'un candidat à la présidentielle, celui de François Hollande. Vous allez imprimer combien d'exemplaires de ce livre? Ce titre-là est imprimé à 70 000 exemplaires en nouveauté. C'est un très beau tirage dans le métier. 70 000 exemplaires, un tirage considérable qui va nécessiter plusieurs tonnes de papier, des litres d'encre et de colle et occuper 6 ouvriers pendant 10 heures. Puis les livres vont être emballés avant d'être expédiés par camion dans cet immense entrepôt du Loiret. Ici, on trie et on envoie les ouvrages dans les librairies et les grandes surfaces de la France entière. Et le pire, c'est qu'après tout ça, près d'un ouvrage sur 4 reviendra invendu. Le papier, une économie donc très lourde et un résultat incertain. Avec le numérique, tout change. Les éditeurs ont trouvé un moyen inespéré de simplifier toute la chaîne en supprimant au passage une bonne part de leurs coûts. Retour à la première étape, à Lille, lorsque Lydie dépose son manuscrit chez Nord Compo. Grégory. Oui. Une nouveauté? Quand l'employé prépare le livre papier, à gauche de son écran, il crée simultanément le livre numérique affiché sur la partie droite. Ce service est compris dans la prestation sans coût supplémentaire pour l'éditeur. Sauf qu'avec le numérique, il n'y aura pas d'imprimeur, pas de camion, pas de stock et surtout pas d'invendu. D'accord. C'est quand même merveilleux, hein? Pour l'éditeur, le passage au numérique est donc synonyme de dépenses en moins. Mais en fait-il profiter le lecteur? Va-t-il au final répercuter ses économies sur le prix de son livre? Cette réponse, nous allons tenter de l'obtenir au siège de Robert Laffont. Une maison qui affiche dès l'entrée ses auteurs stars, comme Jean d'Ormesson, Marek Alter ou encore Marc Lévy, dont les ventes annuelles dépassent le 1 million d'exemplaires. Désormais, les nouveautés de ces auteurs sortent simultanément en papier et en numérique. Et à chaque lancement, c'est Christelle Derda qui s'occupe de la mise en ligne pour permettre le téléchargement. Ce jour-là, elle entre un nouveau livre numérique dans le catalogue de l'éditeur. On voit bien que la date de parution prévue est le 16 février, donc la semaine prochaine. Sur son ordinateur, elle tape le résumé de l'œuvre, la biographie de l'auteur et surtout le prix de l'ouvrage numérique. 16,99 € contre 21 € pour le papier. On vend les livres numériques moins chers aujourd'hui que les versions papier. La moyenne du marché est une réduction entre 20 et 30% par rapport aux livres papier quand ils sortent en nouveauté. Moins 20% pour les nouveautés, une belle ristourne a priori. Sauf qu'à ce tarif, l'éditeur gagne encore beaucoup d'argent. Reprenons l'exemple du livre papier vendu à 21 €. Sur cette somme, un éditeur dépense en moyenne 15% pour le fabriquer et l'imprimer, 12% pour le stocker et le distribuer, 8% pour le marketing.
Ensuite, il verse 10% à l'auteur et 36% au libraire. Au final, l'éditeur empoche une marge brute de 19% sur le livre papier, soit 4 €, sur lesquels il doit payer ensuite des charges avant bénéfice. Parallèlement, l'éditeur sort une version numérique qu'il propose au lecteur à 17 €. Sur cette somme, il dépense environ 9% pour la stocker sur le serveur et 10% pour le marketing. Il verse ensuite un peu plus à l'auteur, 15%, et 30% aux libraires numériques comme Amazon. Résultat, puisque la fabrication du livre numérique ne lui a rien coûté, l'éditeur empoche une marge brute encore plus confortable de 36%, soit 6,10 €. Malgré la ristourne, il gagne donc plus en numérique qu'avec le papier. Mais il y a encore plus étonnant. Certains éditeurs vont jusqu'à proposer des livres numériques beaucoup plus chers que leur version papier. Par exemple, chez Robert Laffont, cet ouvrage de Jean d'Ormesson est vendu 15,99 € en numérique contre 7,22 € en librairie dans sa version poche. La mauvaise vie de Frédéric Mitterrand est à 15,99 € contre 6,84 € en papier. Et pour ce best-seller de Marc Lévy, il vous en coûtera 4 € de plus que dans la version poche. Des prix apparemment difficiles à expliquer par les équipes de Robert Laffont. Parce que là, quel est l'intérêt, par exemple, d'acheter un livre numérique alors qu'il y a un poche à 2 fois moins cher? D'avoir une version numérique, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Ouais. Non mais je peux pas. Parce que là le livre, il a déjà été rentabilisé. C'est un ouvrage de fond. On pourrait pas mettre le livre numérique au prix du poche? Non. Non, je peux vraiment pas parler de ça. Vraiment pas, Si elle hésite à répondre, c'est entre autres parce que selon nos informations, il existe des accords entre éditeurs qui protègent les prix du poche, quitte à rendre moins compétitif le livre numérique. Reste que ces derniers mois, sur les forums, les lecteurs ont été nombreux à se plaindre de ces tarifs jugés incompréhensibles. Et désormais, la grogne gagne aussi les auteurs. Ils accusent les éditeurs de ne pas être généreux au moment de partager les gains du numérique. Du coup, certains écrivains ont décidé de leur couper l'herbe sous le pied. Dans sa petite commune près de Nantes, David a des allures de voisin idéal. Pourtant, dans le secret de sa cave, cet homme donne des sueurs froides au monde de l'édition. Nous arrivons dans mon bureau. C'est là que j'écris, au sous-sol, dans un endroit un peu glauque. Ça va vachement bien avec l'ambiance, généralement. Car pour publier son roman noir, David a tout simplement court-circuité tous les éditeurs traditionnels. Je me suis lancé effectivement à la publication et pour cela, en fait, j'ai choisi directement de ne pas passer par des manuscrits envoyés aux éditeurs, mais à proposer directement le roman aux lecteurs sur les librairies numériques. Désormais, avec Internet, n'importe qui peut publier directement son œuvre sur les sites des grands libraires numériques. Il suffit de se rendre sur leur site et de rentrer quelques informations sur le livre. Vous rentrez le titre, description. Puis David envoie son texte. Et en quelques secondes, le manuscrit devient un livre numérique, prêt à la vente. Vous fixez ensuite le tarif hors taxe auquel vous voulez mettre en votre livre. Vous validez. 48 heures après, généralement, c'est en vente. Archi simple. Assez simple, oui. Pour son roman, en série, David a fixé un prix très attractif, 2,99 €. Sur chaque livre vendu, 30% de la somme hors taxe vont à la librairie en ligne. Toute la somme restante, c'est-à-dire 70%, est pour lui. Il gagne donc proportionnellement près de 5 fois plus que s'il était passé par un éditeur. Et bonne nouvelle pour lui, grâce au bouche à oreille, son thriller caracole en tête des ventes numériques. Pour le roman, on doit peut-être pas très loin des 5000 exemplaires. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Beaucoup plus que je n'espérais, vraiment.
5000 ventes, un score plus qu'honorable pour le premier roman d'un auteur inconnu. Aux États-Unis, certains écrivains autopubliés ont même dépassé le million de ventes sur les liseuses, menaçant pour la première fois le monopole historique des éditeurs.